99,99% de la population française, les terres australes et antarctiques ont vocation à rester un mythe couché sur papier glacé, des points géographiques insensés perdus sur la carte du monde. Avec Nathalie, on a donc la chance d'entrer dans le club des 0,01%, et si on se connaît, professionnellement parlant, jamais nous n'aurions imaginé embarquer un jour ensemble dans pareille équipe. Elle part en journaliste pour Radio France, je pars en reporter pour réaliser ce film, et 2 semaines avant le grand départ, c'est le plus tafien des Savoyards, Patrick Aon, qui nous fait le brief de mission. Aujourd'hui commandant de sapeurs-pompiers à Moutier, il fait partie des rares hommes à avoir vécu 2 fois plus d'1 an sur ses bases, en tant que chef de district de Crozet puis Kerguelen. Sa parole a pour nous valeur d'absolue vérité. Une fois que le bateau est parti, on ne fera pas demi-tour pour vous. Donc vous pouvez faire un refus d'obstacle jusqu'au pied de la passerelle, et une fois que vous êtes à bord, c'est terminé, quoi. Voilà, donc c'est important puisque vous partez pour 1 mois quand même. Hein. Donc, voilà. Sur le papier, tout oppose nos terres de Savoie et les terres australes. Mais à regarder de plus près, on peut noter que de nombreux chamoniards ont là-bas gravi des sommets, que des Baujus ont un temps contribué à l'installation d'élevage de moutons, que des chercheurs de l'université de Savoie y ont mené des études, et même qu'une classe de Modane y a fait un voyage scolaire du bout du monde. Pourtant, en se baladant dans les rues de Chambéry avec une carte, on se rend très vite compte que pour les Savoyards, comme pour les Français en général, l'évocation de Kerguelen provoque un panel de réponses tout à fait surprenant. Kerguelen, c'est le côté du Canada. Du Canada, vous le mettriez ici alors? À côté de Terre-Neuve. Par ici, dans le Pacifique Sud. Ouais. Bonjour madame, est-ce que vous seriez placé sur une carte l'île Kerguelen, qui est une île française? Avec oui. Le doigt, vous la mettriez où? Du coup, de la Bretagne, par là-haut. Vers la Bretagne, ici alors. Par là, oui. Il me semble que c'est par là, bravo. De la Réunion. Bravo, c'est ici. C'est ici, voilà. Ah bah oui, j'aurais dit. Bravo. Il y a à peu près 2 personnes sur 10 qui savent. Donc bravo. Résisterons-nous aux mers démontées? Qui sont les gens que nous allons rencontrer? Pourquoi la France défend sa souveraineté jusqu'à ces abysses du globe? Pourquoi les TAF suscitent-elles pareil mystère? Revient-on indemne d'un tel voyage? L'histoire ne fait que commencer. Les réponses viendront, peut-être. Si l'île de la Réunion héberge le siège administratif des terres australes et antarctiques françaises, un territoire d'outre-mer créé par le législateur en 1955, elle est également le port d'attache du fameux Marion Dufresne, le navire sur lequel nous embarquons et qui, 4 fois par an, s'en va ravitailler les Australes. C'est tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne sur les bases. Ça va des palettes d'eau, les vivres, du matériel pour construire des cabanes, pour renforcer les quais ou alors pour exploiter les bases scientifiques. Là, on est sur un chargement pendant 3 jours, 3 jours pleins. Et parmi les plus grosses pièces, cet enrouleur de 15 tonnes trouve lui aussi sa place sur le navire, le Marion Dufresne, 2e du nom, étant un bâtiment de 120 mètres de long, construit sur mesure et polyvalent par nature, à la fois cargo, pétrolier, porte-hélicoptère, navire de recherche, le tout en pouvant acheminer une centaine de passagers en plus de l'équipage. Et à la veille du départ, Madame la préfète des TAF avait le plaisir de faire une visite d'un navire en grande partie rénové,
le Marion Dufresne sortant tout juste d'une jouvence de 4 mois en métropole, après 20 ans de bons et loyaux services. Le budget total de l'opération s'élève à 23 millions, donc 10 millions pour la rénovation de la coque et des machines assurées par l'ETAF et 13 millions pour les appareils scientifiques assurés par l'Institut polaire. Et c'était en effet une décision importante puisqu'au bout de 20 ans, le navire commençait à avoir de l'âge. Il était encore néanmoins en très bon état et il a paru justifié et raisonnable, plutôt que de se lancer dans l'investissement correspondant à l'acquisition d'un nouveau bâtiment, de rénover le bâtiment actuel. Mais c'est indispensable. Là, nous n'avons pas le choix. Les terres australes ne sont accessibles et ne sont reliées au reste du monde que par le Marion Dufresne. « 3 septembre 2015. Nous y sommes. Le Marion Dufresne prend vie, et comme pour tous les passagers, il est pour nous venu l'heure de rechercher notre couchette. Nathalie s'installe dans une cabine double avec une femme partant récupérer son mari en fin de mission sur l'île d'Amsterdam. Je rejoins moi une cabine de 4 avec des techniciens des TAF en partance pour une mission de maintenance. Florian, enchanté. Bonjour. Bon, voilà la cabine alors. Ouais, voilà. C'est une des cabines du Marion Dufresne. Typique, 4 places. Ouais, parfait confort. On choisit sa place alors. Super. Monter à bord du Marion Dufresne, c'est déjà mettre un pied dans le mythe des TAF. Mais c'est aussi embarquer dans une aventure collective où il faut savoir faire ensemble ce qui serait impossible de faire seul. À bord, la diversité des profils est de mise. On trouve un groupe de passagers payants venus en prendre plein les yeux, des scientifiques allant préparer les prochaines grandes missions de l'été austral, des contractuels des TAF pour la plupart réunionnais, mais surtout pour cette rotation de septembre, un grand contingent de militaires allant relever les équipes techniques en place depuis 1 an sur les îles. Ici, ouais. Ici, le départ commence. Ici avec les passeports. Ok. Ok. Combien elle pèse cette valise, ça a l'air lourd? 46 kilos. Ah bah ça c'est en plus du coup des 2 malles de 110 kilos. Bah, tu pars combien de temps? 13 mois. On sait jamais. Où? Kerguelen. Parmi ces militaires, Olivier, 32 ans, originaire de Saint-Nazaire, plongeur et bosco dans la marine nationale. Il assumera là-bas une mission stratégique à la barre du Chaland. Quelles questions tu te poses en y allant? Pour l'instant je sais pas trop encore. L'excitation qui prime déjà. Au départ un peu de stress mine de rien. Et puis bah après l'intérêt du travail que je vais effectuer là-bas en fait en tant que plongeur. Ça va être les plongées un peu avec les scientifiques qui peuvent être pas mal. Et puis bah l'attrait de côtoyer des gens un peu différents de notre monde. Ça fait 60 ans qu'ils partent là-bas les gens et je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Sinon on en aura entendu parler, on verra bien. On est comme ça. 327 en route.
Le premier réveil en mer à des airs de croisière sous les tropiques. Première surprise de ce voyage, nous avons la chance d'être tombés sur la seule rotation australe de l'année, faisant un détour par l'île de Tromelin, située à 535 km au nord de La Réunion, perdue dans l'immensité de l'océan Indien. Atteinte dès le deuxième jour, Tromelin est la première grande claque de cette aventure. Avec ses 700 mètres de long pour 300 de large, elle fait partie des 5 archipels qui constituent les îles éparses, des territoires français comptant parmi les districts gérés par les TAF. Jadis occupé par du personnel de Météo France et par des militaires, Tromelin ne compte désormais que 3 résidents présents à l'année, avec des rotations tous les 2 mois effectuées par avion spécial. On vit ici, coupé du monde, en huis clos, offert au vent, sur la route des cyclones. La notion de ravitaillement prend ici tout son sens, et pour décharger la vingtaine de caisses élytreuillées, toute l'équipe des TAF se met à l'ouvrage, le sous-préfet compris. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse ici? Des vivres, boissons essentiellement, voilà. Pour un an. Et pour un an. C'est assez exceptionnel comme ravitaillement. Comme ravitaillement, chaque fois que le Marion passe, donc à peu près une fois par an, donc on a des capacités d'emport évidemment bien supérieures à celles d'un avion, donc on en profite pour faire le plein pour plusieurs mois, voire un an, là comme c'est le cas actuellement, aussi bien en carburant qu'en vivres de longue conservation, évidemment pas en produits frais. Tu t'es fait embaucher, Nathalie? Yes. Pour un an de vivre. Un an. Pour aller décharger, on ira les mettre de l'autre côté avec le comment ça s'appelle, le Manitou, parce qu'elles sont rangées vers l'espace. Des bouteilles d'eau, on ne dépose pas. Non, vous ne déposez pas l'eau. On peut bien sûr dire que par leur présence, les hommes ici sur base défendent la souveraineté de la France et les zones économiques exclusives liées à cette terre. On peut aussi plus simplement dire que leur présence leur permet d'avoir une action de préservation d'un environnement naturel exceptionnel, tout en goûtant au plaisir d'une vie dénuée du superflu. Qu'est-ce qui est le plus agréable? Le plus agréable, c'est compter les tortues. C'est en fait, on va dire, on vient de se réveiller, on prend le petit déjeuner et après on va compter les tortues. Le soleil se lève, donc c'est beau. En cette fin de matinée et sous un soleil de plomb, nous ne verrons de ces tortues que ces spécimens se maintenant au frais, mais aussi les corps de quelques petits qui ce matin n'auront pas réussi à atteindre le rivage. Mais partout autour de nous, la vie se manifeste, nous observe, nous surprend, à l'image de ces oiseaux marins qui trouvent sur cette île la possibilité d'une colonie ou d'une halte dans leur longue migration.
découverte permanente. Tout est inconnu. Les oiseaux, le sable, puis la couleur de l'eau, les couleurs de l'eau. Jamais dans ma vie j'avais pensé venir là et voir ça. Ça fait 2-3 heures qu'on est là et je pense que c'est plus que de la liberté. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est plus. Avant de reprendre la mer, nous en profitons pour remettre du matériel médical de secours, offert par le SDIS de Savoie. On va ranger tout ça. Allez, Merci. on va à l'étage. Ouais. Espérons que ça ne sert pas. Hein. Mais surtout, nous partageons un moment de convivialité avec les équipes, accueillis comme des rois par les 3 seuls résidents de cette île merveilleuse. Combien de temps vous vous êtes préparé pour cette journée? Une semaine. Une semaine complète. C'est-à-dire parce qu'il fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'on allait cuisiner? Pas rater, quoi. Pas rater le coup. C'est un moment qui compte pour vous. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut, quand on sert les gens, il faut que ça soit au top. On ne sert pas des gens comme ça. Ça l'est. Pour moi, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. La descente vers le Grand Sud demande 5 jours en pleine mer. 5 jours pour faire sauter la frontière du vide, perdre 30 degrés au thermomètre et atteindre l'archipel de Crozet, la première des 3 îles australes que nous croiserons. Devant un tel abysse, on imagine volontiers que le temps va se faire long, mais c'est sans compter sur le spectacle à 360 degrés d'un océan en perpétuelle évolution et sur la vie bouillonnante à bord du Marion Dufresne. Car si ce navire a été conçu pour partir loin, il a aussi été pensé pour partir longtemps en offrant un niveau de confort adapté aux longues distances et aux longues missions qui sont celles de ses passagers. Si les journées sont rythmées par un service millimétré des repas, on trouve par ailleurs toujours à s'occuper sur le Marion. Conférences proposées par des scientifiques à bord, formation aux gestes de premier secours par le médecin dans l'hôpital du navire, emplettes au magasin souvenir des TAF, lecture du résumé quotidien de l'actualité internationale envoyé par satellite, accès à une boîte mail temporaire, essai du tapis de course dans la houle à la salle de sport, séance de badminton dans les cales disponibles, messes données quotidiennement par un aumônier sur certaines rotations, mais aussi traditionnelles sessions de tamponnage des milliers de lettres qui sont chaque année envoyées depuis le bateau ou depuis les îles et qui font le bonheur des philatélistes du monde entier. Tout est fait à bord pour que l'ambiance soit bonne et l'esprit de groupe ne tarde pas à s'installer. Bah, ça se passe bien, mais par contre, j'arrive pas à gagner au domino. L'état des troupes est bon pour le moment. Il y a eu pas mal de mal de mer au début de la rotation, mais là, la mer est plutôt calme, donc ça va. Les gens s'amarinent tranquillement et il n'y a pas eu de gros problèmes pour le moment. Donc, pourvu que ça dure, quoi. Jusqu'à là, tout va bien. Et alors que tout le monde s'attend à trouver une mer démontée au moment de franchir le 40e parallèle sud, le commandant nous annonce des conditions printanières exceptionnelles, au moins jusqu'à Crozet. Faute de jour, on est le 9, on avance doucement, on voit qu'on a la chance de rester dans une poche relativement calme.
Bref, les mers du Sud ne sont pas toujours fidèles à leur sulfureuse réputation, et cela permet à Céline, parisienne et logisticienne dans l'armée de terre, de profiter encore un peu de la douceur du soleil, elle qui s'apprête à vivre 1 an sur l'île de Crozet en tant que plombière, à 12 000 km de son mari et de sa fille de 8 ans. Et cela permet également à François, au Savoyard et passager payant dans l'aventure, de sympathiser avec l'équipage en faisant dédicacer la fameuse BD d'Emmanuel Lepage, un ouvrage qui a soutenu jusqu'à là son rêve des Australes, lui qui a toujours souhaité se glisser dans la peau d'un hivernant des tafs. Vendredi 11 septembre, 6h du matin. Du rêve à la réalité, le Marion Dufresne se positionne sous l'île principale de l'archipel Crozet. La météo a subitement changé. Nous voilà entrés dans l'hiver. Seul pays à avoir maintenu la présence humaine dans l'immensité de l'océan austral, la France vient ravitailler son île et relever ses équipes. Du fait de la jouvence du navire, les 24 femmes et hommes vivant là-haut, sur la base Alfred Fort, n'ont pas été ravitaillés depuis 10 mois et n'ont plus mangé le moindre fruit ou légume frais depuis le mois de mai. À bord, après un chemin de 3500 km seul en mer, l'apparition de cette île est une émotion à la mesure de la splendeur des lieux. On prend la mesure de l'échelle de l'île, qui ne doit pas être si énorme que ça, et puis de là où elle se trouve géographiquement parlant. Ouais. Et puis d'imaginer qu'il y a de la vie là-bas. Là. Pour certains, ils ont attendu peut-être pas mal le bateau, et puis pour d'autres, quelque part qu'ils le redoutent un peu. En fait, je pense à eux, ouais, en ce moment. Là. Ça doit être vraiment très particulier. C'est un côté, tu vois, ces petites maisons colorées, parce qu'elles sont colorées en fait, les maisons, les baraquements, on les voit pas très bien encore d'ici. On pourrait imaginer que c'est un petit village de pêcheurs, quoi, en Norvège ou en Écosse. C'est un beau moment. On y arrive, on y est. Monsieur. Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Chef de district. Bienvenue à Enchanté. Crozet. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Seule île de l'archipel ouverte aux hommes, l'île de la Possession aura vu se succéder déjà 53 missions depuis 1961 et la création de la base Alfred Fort en 1963. Île volcanique sortie des eaux il y a moins de 10 millions d'années et découverte en 1772, la Possession, c'est 150 km² d'une terre culminant aujourd'hui à 935 mètres, une terre battue par les vents, pour une température moyenne de 5 degrés sur l'année. Mais l'archipel Crozet, c'est surtout les îles abritant les plus grandes colonies de manchots royaux au monde, plus de 20 000 pour la seule île de la Possession, et déjà quelques centaines visibles tout proche de la base, en cette fin d'hiver austral. Sous une météo encore une fois bénie des dieux, nous retrouvons François et le groupe de passagers payants. Des voyageurs dans l'âme, qui s'offrent ici
un moment d'éternité. Je crois que je vais me lâcher, puis je vais finir par pleurer tellement c'est beau. Ça vous fait pas cet effet? C'est extraordinaire. Voilà. Si tous ceux qui concourent à dégrader la planète venaient ici, peut-être qu'ils changeraient d'habitude. C'est fabuleux parce que tu vois, d'avoir vu que ces animaux en photo, dans des reportages et tout, et le fait de les voir maintenant en chair et en os, c'est fabuleux, quoi. Il y a le drapeau des TAF et le drapeau français à côté de la base. Donc on sait qu'on est en territoire français, mais là c'est plus qu'un territoire, du coup c'est quelque chose d'universel. Là, c'est nos espèces animales rares sur la planète. Des réactions spontanées qui ne peuvent que satisfaire les agents de la réserve naturelle, qui sont notamment en charge d'accompagner sur les îles la quarantaine de passagers payants qui, chaque année, embarquent sur le Marion du Frêne. Mais de manière générale, tous les animaux qui sont ici, s'ils naissent ici, ils reviennent ici pour se reproduire en fait. Créée en 2006, la réserve naturelle des terres australes françaises est de loin la plus grande réserve naturelle de France, avec une superficie de 2,2 millions d'hectares sur terre comme sur mer, qui bénéficie d'un régime de protection pour préserver un patrimoine biologique quasi unique au monde. Sur la réserve naturelle, on a plusieurs statuts de protection des espaces, et notamment des protections intégrales. Donc il est clair que c'est dans les subantarctiques qu'on va trouver les plus grandes protections intégrales qui existent pour la France. Parce qu'on peut le faire. La présence humaine n'est pas si importante que ça. On n'a pas d'habitants permanents, on a des endroits où on va relativement peu, et surtout on a des endroits qui ont été très peu impactés par la présence humaine. Alors je veux dire en termes d'espèces introduites, très peu d'espèces végétales introduites et très peu de mammifères introduits. Donc des écosystèmes qui sont à certains endroits presque encore originels. Donc ceci, clairement, la volonté de la réserve a été de mettre en place une protection forte sur ces écosystèmes. Alors c'est pas qu'ils sont pas mis sous cloche, il y a possibilité d'y aller, mais il faut en faire les demandes. Ces demandes d'accès aux zones les plus reculées, c'est quasi exclusivement l'apanage du monde scientifique. Comme ici, plus au nord de l'île, avec le bagage de ce poussin grand albatros par 2 jeunes biologistes volontaires en service civique. Ok, dès que c'est bon pour toi, il a l'air calme. Il est bien là le but premier des TAF, de la réserve naturelle et de l'Institut polaire. Permettre aux scientifiques de travailler dans un environnement le mieux préservé et sur de très longues séries, à l'image de Christophe Guinet, chercheur au CNRS et qui depuis 1987 trouve sur ces îles la possibilité d'études démographiques précieuses sur les oiseaux et mammifères marins. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui disposent de tels sites et on fait partie avec, je pense, la Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Sud, des sites qui sont les mieux suivis sur le long terme. Donc c'est l'honneur de la France d'avoir pu maintenir cet effort grâce à la mission de recherche, il y a au début, maintenant grâce à l'Institut polaire, sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. En plus, on a quand même la chance de travailler sur des espèces emblématiques. Les grands albatros, c'est quand même le plus grand oiseau marin au monde. Ici, c'est des manchots royaux. En Terre Adélie, des manchots empereurs. Quand même des espèces animales assez exceptionnelles. Et tout ça, on le doit à cet effort conduit année après année par les pouvoirs publics qui soutiennent cette recherche et puis aussi par les chercheurs, les VSC qui se relaient pour maintenir ces séries dans la durée.
Sur Crozet, la météo change toutes les 10 minutes. Et presque toujours, le vent souffle avec vigueur, comme peut s'en apercevoir Céline au lendemain de son arrivée. Pour la plombière, l'heure est venue de prendre la relève, un peu perdue, mais bien entourée par ses frères d'armes. C'est eux aussi qui rendent possible le rêve des TAF. Comment te dirais-je? Comme ça vient, quoi. T'as pas besoin de conseils particuliers, tu fais ton boulot et profite de cette merveilleuse, de ce merveilleux environnement. Tu t'imagines que t'es là, sur la planète? En fait, j'imagine pas encore. Hein. J'imagine pas encore. Je suis là, mais j'imagine pas encore. On est bien ici. Mais c'est normal l'émotion, tu verras, c'est normal. Mon mari me téléphone, il a commencé à me téléphoner hier, donc je lui ai donné rendez-vous vers 23h. Je vais essayer de le faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, je vais essayer de discuter avec ma petite fille et puis mon mari. Donc ils sont pas accrosés, mais c'est comme s'ils étaient un peu accrosés avec mes yeux. Une nouvelle équipe arrive, le chef du district change, et les 2 tiers des troupes en place doivent s'arracher à cette île, tirer un trait sur un groupe, reprendre la mer. La vie ici est par nature à durée déterminée. On est sur de la boutique des enfants. L'histoire aurait presque pu s'arrêter là, tellement ces TAF nous avaient déjà donné en émotion. Mais nous ne sommes pas encore à mi-chemin de cette aventure au bout du monde, et dès le lendemain, la mer nous rappelle que nous devons nous enfoncer encore un peu plus vers l'Antarctique, tout proche du 50e parallèle. Ce n'est pas la tempête absolue que tout le monde attendait à bord, mais pour des gens de la montagne comme nous, c'est déjà beaucoup, et c'est surtout fascinant. C'est sentir le mouvement de la houle, le mouvement de cette mer, là, la force, la vie de la mer, la vie de la mer. C'est extraordinaire. Et puis là, on est tourné vers Kerguelen. Hein. De toute façon, on est attiré vers demain, quoi, dans l'attente un peu de ce qui va se passer demain. Sur Crozet, plus eu l'impression d'arriver sur un petit caillou posé au milieu de l'océan. Mais là, en longeant les côtes de l'île Kerguelen, qui est à peu près grande comme la Corse, ça donne vraiment le sentiment d'arriver
sur une vraie terre, presque un monde perdu. Un monde mystérieux, pas forcément très accueillant, mais au final qui est la dernière grande terre avant les glaces de l'Antarctique. C'est le mythe des Kerguelen. On a préféré annuler toutes les opérations qui étaient prévues. Donc là, Marion va faire des hippodromes dans le golfe durant toute la nuit, à allure réduite, simplement pour épauler le vent. Et on se représentera demain matin en espérant que le vent aura molli et nous devrions être au mouillage vers 6h30 pour reprendre les opérations. Ce bout du monde, il commencera d'abord dans la douceur d'une matinée épargnée par les vents. Puis dans l'émotion des grandes retrouvailles, avec Yves, le chef de district relevé, qui a le bonheur de voir débarquer sa femme après 1 an de séparation. Allez, mon petit cœur. T'es heureux? Les tafs, c'est la démonstration que l'émotion n'a pas peur du vide. Sur Kerguelen, il est aussi l'heure de retrouver Olivier, le nouveau Bosco, alors en pleine installation, guidé par Stéphane, son prédécesseur. C'est chez toi. Ça le fait. Mon futur le dit pour 1 an. Super content. Un peu flippé comme hier soir, j'avoue. Mais là, ça se passe bien du coup, une bonne relève. On va être bien sur site, je pense. C'est pas impressionnant de se dire qu'on va vivre 1 an ici? Si, complètement, ouais. Loin de tout. Loin de tout, et puis loin de la famille, loin des proches. Pour Olivier, moins de 2 heures après son arrivée, il est déjà temps d'une formation express sur le chaland qu'il pilotera cette année, le déchargement du Marion Dufresne, devant commencer au plus vite. Olivier le sait, sa tâche est stratégique, car au-delà de l'héliportage, c'est bien par le biais du chaland que la vie sur la base de Port-au-Français est possible, notamment pour acheminer ici tous les plus gros matériels, mais aussi les outils nécessaires pour les travaux menés par exemple par le Centre national d'études spatiales, par Météo France ou encore par les scientifiques accueillis par l'Institut polaire Paul-Émile Victor. Port-au-Français, c'est la seule route des tafs et c'est la plus grande base humaine des subantarctiques. L'escale à Kerguelen est donc toujours la plus dense de la rotation. Kerguelen, par exemple l'été, on peut atteindre environ une centaine de personnes sur une période allant de 2 à potentiellement 3, maximum 4 mois. Sur la période d'hiver qui dure 6-8 mois, on est sur environ 50 personnes. Donc on fait 4 ravitaillements par an, mais les principaux pour nous sont AOP1, c'est-à-dire mars-avril, et AOP2, septembre-octobre. Mais ensuite on fait un appoint sur celles de novembre et de décembre, particulièrement les appoints en termes de produits frais, principalement. Des vivres jusqu'aux livres alimentant la bibliothèque, absolument tout doit être apporté sur la base. Chacune des îles dispose ainsi d'un véritable petit hôpital, pensé et équipé pour pouvoir répondre à toutes les hypothèses, et ainsi éviter d'avoir à enclencher la très délicate procédure de rapatriement. Et dans un contexte d'isolement
complet en plein hivernage, le temps que le bateau arrive de la Réunion, tu vois, ça a mis bien 8 jours le temps d'organiser tout ça. De le prendre en charge et de le ramener, c'est une évacuation qui peut durer plus de 15 jours à organiser. Donc c'est lourd, hein. Si l'effort logistique mis en place pour se donner ici la possibilité d'une vie humaine est impressionnant, les éléphants de mer le sont tout autant. Ils sont ici chez eux, et avec un regard de novice, on pourrait presque leur décerner le titre de meilleurs ambassadeurs de la sieste, eux qui vivront ici pendant 2 mois sur les seules réserves constituées en mer le reste de l'année. Lui, il compte parmi les plus grands spécialistes au monde de ces animaux. Dans le bâtiment de l'Institut polaire, nous retrouvons Christophe Guinet, alors en pleine préparation de sa prochaine mission de 2 mois sur Kerguelen, notamment avec ses balises dernier cri qui seront posées sur des éléphants de mer. Dites océanographiques. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est un capteur de température au centième de degré. Cette partie-là, c'est ce qui nous permet de mesurer la salinité de l'eau de mer. Ici, c'est le capteur de pression, donc il nous permet de suivre le comportement de plongée des animaux. Et toutes ces informations sont traitées à bord de la balise et transmises via l'émetteur Argos qui est à bord. Un peu à l'écart de la base, cette baie accueillera bientôt jusqu'à 400 individus venus se reproduire. Pouvant peser jusqu'à 3 tonnes, ces animaux semblent venus d'un autre temps, et pourtant leur vie peut nous renseigner sur le monde d'aujourd'hui. On peut, grâce aux appareils qu'on met sur ces animaux, on peut constater quand même un certain nombre de choses par rapport à ce qui est en train de se produire dans l'océan austral. Alors, je dirais le résultat le plus significatif dans ce domaine, ça a été de montrer que dans la zone antarctique, on avait une injection importante d'eau douce. Et d'où vient cette eau douce? Elle vient du continent antarctique, elle vient de la fonte des glaciers antarctiques. Alors pas n'importe où, ce que les travaux sur les éléphants de mer ont permis de mettre en évidence, c'est qu'a priori ces glaciers sont érodés par des eaux marines plus chaudes qui arrivent à leur base, puisque ces glaciers vont s'écouler dans l'océan et ils vont fondre plus rapidement une fois qu'ils arrivent dans l'océan parce que les eaux qui sont à leur base de ces glaciers sont un peu plus chaudes. Et ça, c'est un signe ou c'est la conséquence du réchauffement des masses d'eau associé au réchauffement climatique. Et là, c'est un petit, je crois, qui est né hier. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ce petit, donc, on ne l'a pas pesé, mais on peut estimer qu'il va peser entre 35 et 40 kilos. Et il va être allaité pendant 3 semaines par sa mère, uniquement à partir des réserves que sa mère a accumulées pendant un voyage en mer qui a duré 8 mois. Et dans 3 semaines, sa mère va partir, va l'abandonner seul sur la plage. Et à ce moment-là, il va peser entre 110 et 130 kilos. En ne restant que 4 jours sur place, en simple visiteur et en devant composer avec l'aléa climatique, nous ne verrons pas beaucoup plus de cette île de 7000 km². Une terre où c'est la nature qui est libre et l'homme qui est cantonné à l'exception. Une terre où on ne se sent pas forcément loin, mais où on goûte avec délice à l'ivresse d'un ailleurs. Je trouve que ça a quelque chose de magnifique, de se dire que ça existe, que l'homme n'est pas partout sur Terre et qu'ici, en fait, il vient sur la pointe des pieds. Et du coup, on est là en invité, on a l'impression de ne pas être chez nous, quoi.
Mais on est sur la terre, et c'est une terre qui est merveilleuse, On vous laisse là alors. Salut, ouais, ça devait arriver. Hein. Ça devait arriver. Belles images. À la prochaine, ouais. Plein de bons sons. Salut. Ça va aller? Ouais, carrément. Ouais, tu penses que ça va le faire? Ouais. Confiant? Ouais, très confiant. Merci beaucoup. Les lieux te semblent Propice à la découverte. bon. Amsterdam. Dernière escale de cette rotation et conclusion de ce voyage austral. Cette île au climat tempéré est tout simplement considérée comme la terre la plus éloignée au monde de toute masse continentale, et depuis 35 ans, les scientifiques français relèvent ici l'air le plus pur du globe, des recherches qui permettent de mettre des chiffres sur les bouleversements qui agitent notre planète. Cet air le plus pur se transformant année après année en l'air le moins pollué du monde. Comme ailleurs dans les TAF, Amsterdam c'est aussi une véritable nurserie à ciel ouvert, notamment pour les otaries. Jusqu'à 50 000 individus décomptés sur les 55 km² de cette terre perdue. Une vie sauvage, si précieuse, définitivement protégée du monde, dans cette réserve naturelle géante des terres australes françaises. Du côté des hommes, après 2 jours de travail sur les opérations logistiques, la pression de la rotation se relâche sur la base, et les équipes de toutes les îles visitées se retrouvent sous un climat aux antipodes des 40e rugissants. Il y a des arbres, il y a de l'herbe, c'est vert, il y a des fleurs. Tu te rapproches un peu de la métropole, quoi. Vous bronzez du coup ici? Ah bah même l'hiver, franchement. Le soleil est hyper proche, plus proche qu'en métropole. Et on prend facilement des couleurs. Surtout quand on va dans les hauteurs pour faire des manipes. La vie est belle. La vie est hyper belle, la vie est magnifique. Je profite en même temps pour boire un verre, pour montrer la sympathie, tu vois, qu'on peut avoir avec les gens, la caméra, ça. Donc c'est le partage avant tout. Un sens du partage poussé à son apogée autour de la spécialité locale, la langouste d'Amsterdam concluant traditionnellement les rotations des TAF. Là, il y en avait 400, un peu plus de 400. Voilà. Non, 600. Encore mieux. Encore mieux, exact, oui, non, je m'en rappelle. Pendant que la famille des TAF se rassemble, pour un ultime moment hors du temps, nous nous échappons un instant avec Nathalie pour respirer une dernière fois ces terres du bout du monde, pour prendre la mesure du chemin parcouru. C'est la fin du voyage. De ce point, il nous faudra 8 jours pleins pour rentrer à la maison. C'est vrai. Mais là, c'est l'ouest. Hein. Du coup, le nord, il est là. On peut se dire que la Savoie, c'est plutôt là. La Savoie, c'est plutôt là, d'accord, ok. J'ai un peu de mal, mais... Ouais, okay. Il faut une vue de l'esprit, quoi. Ouais, 11 000 km à peu près, et on y est. On est allé au bout du monde, Florian. On est allé au bout du monde. Au bout du monde français. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, au bout de la France.
L'esprit est clair, et net et propre. Je suis prêt à rentrer et revivre tout ça avec ma famille, leur expliquer notre façon de vivre, de voir les choses sur un site isolé. On est en face de soi, quoi. C'était d'un miroir, quoi. Ici, c'était d'un miroir, quoi. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est ancré au fer rouge dans la mémoire, dans le cœur. Ouais, j'ai connu des gens vraiment géniaux, il y a eu vraiment des moments exceptionnels. Aussi bien en harmonie avec la nature qu'avec ouais, les animaux, puis des gens aussi surtout. Je pense que c'est forcément impactant, on n'en rentre pas indemne du tout. Je pense que j'ai été bousculé plus dans l'expérience humaine. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de fort, mais pas d'aussi fort en fait. Moi qui suis plus partie pour le côté animalier, paysage, parce que bon, j'aime la photo, et je suis plus partie pour cet aspect. Je reviens, j'ai pas oublié tous les animaux que j'ai vus, j'ai passé des moments extraordinaires, mais ce qui me reste avant tout, c'est la rencontre humaine. On sent l'humain, de par l'isolement, encore plus sensible aux autres humains en fait. Mais moi du coup la rotation m'a permis peut-être de faire ça, d'être plus sensible aux humains que je vais retrouver. C'est pas une peur, mais bon, on sait qu'on se va retrouver, les médias, la publicité, le bruit. On est, bon, pendant un an et un mois, on était tranquille, donc il va falloir aller doucement. Tu viens dans les tafs, je pense que c'est... tu viens pour faire ton travail et tu viens pour, comment dire, aider l'autre. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc égoïste, toi. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir pu prendre le temps, tu vois. C'est un peu bizarre cette phrase, mais c'est une certaine liberté en fait, de pouvoir vivre en fait. Vivre et réfléchir, avoir le temps de réfléchir sur soi, sur ce qui nous entoure, sur les autres. C'est un trésor, ouais, c'est quelque chose de sympa quoi, vivre ça. Ça fait rêver d'un côté, ça fait peur de l'autre, parce que bon, vous êtes éloigné de tout, il n'y a rien, à part nous. Mais c'est de toute façon, comme on avait dit, c'est un bon trip et puis il faut vivre ses rêves, quoi, d'une façon comme une autre. Et c'est un super rêve, quoi, ou un super trip, comme on veut. C'est émouvant de voir cette vie animale se développer devant soi. Et on a la chance de les avoir suivis sur une année complète, donc de la naissance des petits jusqu'à leur départ en mer ou leur envol pour les grands albatros. Donc ça, les voir naître et ensuite s'envoler devant toi, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Je quitte les Kerguelen en ayant vu quoi, un dixième de Kerguelen. Donc oui, elle mérite cette image qu'on a et puis cet aspect un peu mystique et puis surtout cet aspect un peu extraordinaire, un peu envoûtant de lieux à découvrir encore. On la quitte en ayant envie d'en découvrir encore plus. C'est magique. Quand vous faites route vers ces îles, il faut être conscient qu'il va falloir vous débrouiller tout seul. Là, vous avez vu, on a fait notre rotation. Là, on vient de croiser, on est sur le retour. On arrive à La Réunion demain. On vient de croiser 2 bateaux. C'est les 2 premiers bateaux qu'on voit pratiquement depuis un mois. On n'a strictement vu personne. Donc, on est vraiment sur le monde.